sais pas comment faire. C'est un peu bizarre. Bonsoir à tout le monde. En fait, je suis en train de parler avec Elvire qui me dit qu'il y a déjà du monde qui est connecté, mais moi je ne vois personne. Donc du coup, j'avais un peu peur de commencer à parler puis me parler à moi toute seule en fait. Donc c'est pour ça que j'étais un peu calme, mais j'essaie de parler avec Elvire en fait. Donc pour ceux qui sont déjà arrivés, bienvenue. Bienvenue. Puis je pense qu'on va un peu attendre quelques minutes encore pour que je puisse finir un peu que je puisse finir un peu le setup technique. Puis on va commencer donc d'ici maximum 20h10, on va pouvoir commencer. Euh, c'est ça, je pense qu'il y a comme c'est un peu nouveau pour moi parce que Facebook a changé sa mise en place, puis j'ai un peu du mal. Donc excuse-moi pour ça, puis ce sera pas long. Puis en fait, de ce que je vois, il y a des gens qui nous suivent, puis j'arrive vraiment pas à voir qui est là ou pas. Donc, ce n'est pas que je veux vous blaser, vous snobber, mais malheureusement, je sais pas, Facebook actuellement ne me permet pas de voir qui est en ligne, mais comment ça se passe en fait. Donc, excusez-moi encore une fois pour le long silence, ce sera pas long. On va bientôt commencer. Puis, pour ceux qui sont là, aujourd'hui, ça va pas être une formation formelle en tant que telle. Je vais pas faire un cours magistral sur les assurances. Ça va être vraiment plus un échange, répondre à vos questions, aux questionnements que vous avez par rapport aux assurances. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer directement, puis je prendrai le temps au fur et à mesure d'y répondre. Dans pas longtemps, je prends aussi le temps de me présenter qui je suis moi. Puis, et pourquoi est-ce enfin, pourquoi est-ce que j'ai suggéré, puis on a accepté que je puisse vous faire un live aujourd'hui sur la question des assurances. Donc, je prends le temps de vous connecter. Puis, pour ceux qui sont là déjà, s'il vous plaît, faites-moi un coucou pour que je ne me sente pas non plus toute seule en train de parler à moi-même devant la caméra. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer ceux qui sont là, soit avec des pouces en haut ou bien des saluts pour me dire si vous m'entendez bien, si le son est OK pour vous, puis juste si vous êtes là. Ce serait vraiment, vraiment gentil d'autre part. Je sais pas pourquoi est-ce que Facebook a changé sa configuration, mais c'est vraiment bizarre. Et pour ceux qui arrivent, comme je disais, on va commencer d'ici 2 minutes.
Parce que je vois que Stéphanie Khalifa, Elvire ont tagué beaucoup de gens. Donc, le temps que tout le monde puisse se connecter, puis on va commencer dans pas longtemps. Et déjà, merci et bienvenue à tout le monde qui s'est connecté. Déjà, là, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Comme ça a été indiqué aussi ce matin dans le post d'Elvire, on va parler d'assurance. Je tiens aussi à préciser qu'on ne parlera pas juste d'assurance vie, parce que c'est le sujet qui semble intéresser beaucoup de monde. On ne parlera pas juste d'assurance vie, mais on parlera d'assurance habitation, notamment assurance invalidité et tout ça. Donc, c'est vraiment les assurances dans le sens large du terme, pas seulement les assurances vie, parce que une des raisons pour lesquelles on a voulu que je fasse ce live-ci, c'était suite au post de Lisa Purdy il y a quelques semaines sur le fait, sur T+, la préparation funéraire, donc les assurances pour, en cas de décès pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille en cas de décès, mais aussi s'assurer que les funérailles se passent comme il faut. Donc c'est là qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le groupe Entre nous Camer, puis que l'idée du live d'aujourd'hui est apparue. Mais je ne parlerai pas que d'assurance vie. Donc je vous rassure déjà tout de suite, on parlera de beaucoup d'autres choses. Donc il est 20h10, on va commencer. Pour commencer, bah déjà merci au groupe Entre nous Caméras, aux administrateurs, à Elvire qui m'a contacté pour que je puisse faire ce live-ci aujourd'hui et pouvoir vous parler d'assurance. Puis merci aussi à Lisa Purdy qui avait fait un post il y a de cela quelques semaines, comme je disais encore une fois, sur les freins engendrés par les funérailles, puis le fait que la communauté, enfin les membres de la communauté camerounaise, puis africaine de manière générale, ne s'assuraient pas assez pour tout ce qui va être rapatriement du corps ou bien assurance vie. Donc c'est de là que l'idée de ce live est née et qu'on est là aujourd'hui. Qui suis-je? Mon nom est Annick Kwetchegano. Je suis une spécialiste en ce qu'on appelle éducation financière et je suis coach financière aussi. Donc, dans le sens où je ne suis pas une conseillère financière, je ne vends pas de produits financiers, je ne suis pas une planificatrice financière, donc il y a certains actes posés liés à ces champs de métiers-là que je ne pose pas. Moi, ce que je fais, c'est surtout, actuellement, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Code F, qui sensibilise et outille les gens à mieux prendre en charge la finance personnelle. Ce qu'on appelle finance personnelle ici au Canada, au Québec, c'est en fait la gestion de son argent. Donc, en bon camerounais, son cap. Donc, moi, j'aide beaucoup les gens, soit par les ateliers conférences que je fais, que j'organise, soit par des lives que je fais comme aujourd'hui, ou bien quand je rencontre des gens en one-on-one, donc un à un. Là, je les accompagne en fait à prendre des mesures nécessaires à faire un diagnostic de la situation financière pour améliorer leur santé financière. Beaucoup de gens arrivent vont dire, OK, moi j'ai besoin de rembourser mes dettes ou je ne sais pas comment faire pour investir l'argent que j'ai ou j'aimerais pouvoir bien m'assurer justement. On parle ensemble, puis au besoin, je les réfère vers les bonnes ressources. C'est pour ça que vous allez voir aussi, j'ai mis dans les commentaires les liens de mes pages et groupes de la compagnie. Vous pouvez me suivre là-dessus si vous le souhaitez aussi. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'assurance. Le thème de la présentation, c'est comment faire pour, pourquoi il est important et comment faire pour choisir ses assurances. Et encore une fois, je le dis, on ne parlera pas d'assurance vie uniquement, on parlera de toutes les assurances de manière générale. Et comme je vous disais, moi, je suis coach financière et spécialiste en éducation financière. Je ne suis pas une experte des assurances, notamment que ce soit assurance de personnes, assurance vie, invalidité ou autre, ou assurance de dommages, donc assurance auto-habitation. Je ne suis pas une experte de la chose parce que je ne vends pas ces produits-là. Je ne gère pas avec ces produits-là au jour le jour. Par contre, je suis ce qu'on appelle une généraliste des finances personnelles. Donc, je peux vous parler de tout ce qui va être assurance aussi, parce que c'est des choses c'est des produits que j'ai eu à toucher quand j'étais notamment dans le milieu financier, avant, quand j'étais on va dire, en institution financière. Donc, j'ai eu à aller toucher ces produits-là. Mais je ne suis pas une experte. Donc, si c'est que les questions que vous aurez touchent plus des cas particuliers, au besoin, je peux vous référer à aller voir ce qu'on appelle des conseils en sécurité financière ou des insurance agents. Et aussi, je tiens aussi à préciser que moi, je parle surtout du cas du Canada et du Québec que je maîtrise le mieux.
Je pense qu'il faudrait aussi voir pour les gens qui sont plus aux USA, voir avec les administrateurs du groupe s'ils peuvent avoir des gens qui sont plus situés aux USA qui vont mieux vous guider. Donc, c'est plus ça. C'est sûr que moi j'ai prévu un plan de présentation, mais moi je veux que ce soit comme un échange qu'on a. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, la chose que je peux, seule chose que je peux voir maintenant, c'est les commentaires que vous donnez. Mais même si je vois pas qui est là, mais moi je vois les commentaires qui apparaissent. Donc n'hésitez pas à tout moment de mettre vos commentaires enfin vos commentaires, vos questions surtout en commentaire. Puis moi je répondrai au fur et à mesure. J'aime mieux que vous fassiez ça plutôt que d'attendre à la fin, puis que la question que vous aviez depuis le début vous traîne en tête, puis qu'à la fin, vous n'avez même pas écouté ce que j'ai dit entre-temps parce que vous attendez de poser votre question. Donc, posez vos questions, puis moi, je prends le temps d'y répondre. Bon, comme au lycée, bien quand on est à l'université, moi, ma présentation d'aujourd'hui va avoir 3 sections. Donc, c'est une manière pour moi de structurer mes pensées, mes idées. Donc, ces 3 sections. Puis, il y a aussi des choses que je vais vous partager, mais plus en commentaire. Donc, des liens, surtout vers des ressources utiles pour approfondir vos connaissances par rapport à ce que j'ai abordé. Parce que là, idéalement, on va essayer de finir le live d'aujourd'hui aux alentours de 21 heures. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout toucher en profondeur. Donc, encore une fois, posez vos questions, mais aussi, je vous donnerai quand même des liens en commentaire vers la fin si vous voulez aller approfondir. Donc, c'est des liens vers des ressources comme du gouvernement, de l'autorité des marchés financiers, par exemple, pour approfondir. Donc, c'est ça. Donc, ma présentation se fera en 3 temps, encore une fois. Premièrement, on va parler de l'assurance de manière générale. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le but d'une assurance? Ensuite, on va parler de comment faire pour se procurer une assurance de manière générale, surtout avec un focus là, cette fois-là, autour de l'assurance vie, et ce qu'on appelle aussi généralement au Québec l'assurance de personnes. Et enfin, on se posera la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'assurance et quand? Et aussi, je reviendrai aussi sur les différents propos que j'avais vus, notamment en commentaire, lors du post de Lisa Purdy il y a quelques semaines dans ce groupe-ci, puis voir un peu, revenir un peu sur les idées reçues que j'ai pu revoir au sein de la communauté, puis essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors, premièrement, enfin, on a déjà une première question. Bah, déjà, bonjour Sorel, merci pour le commentaire. Bonjour Marlise, bonjour Clarisse. On a Steve Tafo qui nous dit, est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir baisser sa prime d'assurance, auto ou habitation? Oui, bah ça justement on va en parler parce que c'est ça que je disais tout à l'heure Steve que on ne parlera pas uniquement d'assurance vie, on va parler d'assurance de manière générale. Donc, assurance, de quoi est-ce qu'on parle? Moi, j'essaie de regarder un peu sur des... Il y a toujours la définition, comment ça, la définition du dictionnaire, puis la définition de ce qu'on entend beaucoup dans le métier. Donc, je donne juste la définition du dictionnaire. Puis après, je veux un peu essayer de vous vulgariser ça, la manière dont le plus facile on peut comprendre ça. Donc, assurance, dans le dictionnaire, ça dit un contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser l'assuré moyennant une prime ou une cotisation de certains risques ou sinistres éventuels. Ça va être la définition que vous allez voir de l'assurance dans tous les contrats. Donc, c'est une définition qui est assez aride. Mais la manière de le comprendre, en fait, l'assurance, c'est quoi? C'est un moyen, un outil qui permet d'éviter des difficultés financières en cas d'imprévu ou bien des aléas de la vie. OK? Donc, en fait, c'est juste pour dire, c'est un moyen, un outil d'être sûr que financièrement parlant, vous soyez au même niveau avant et après ce qu'on va appeler un sinistre. Quand je dis que vous soyez au même niveau, c'est que vous ou vos proches. Exemple. Si par exemple vous avez une assurance auto, vous êtes avec votre voiture, vous connaissez quelqu'un, la personne va demander à ce que vous le dédommagiez. Et au lieu que ce soit vous qui ne payez le dommage directement de votre poche, une assurance va venir vous dire, ok d'accord, on va payer la personne que tu as cognée pour que toi tu n'aies pas à souffrir financièrement de cet accident-là. Donc, on va venir s'assurer en tant qu'assureur automobile, s'assurer que ton avant-après cet accident-là comment ça, que tu sois au même niveau financièrement parlant avant et après cet accident-là. Donc, c'est vraiment dire que financièrement parlant, une assurance, c'est vraiment s'assurer que avant et après un sinistre, tu sois à peu près au même niveau financièrement parlant.
Donc, c'est pas mal ça. Et il y a plusieurs types d'assurance. Quand on parle d'assurance, il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle l'assurance de personne, donc qui va venir vous protéger, vous, donc enfin, votre personne en fait, donc ton corps. Puis il y a ce qu'on appelle assurance de dommages. Là, ça va être plus assurance auto-habitation. Et avant d'aller plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi les différents types d'assurance, beaucoup de gens, déjà quand on parle d'assurance et le fait qu'on doit payer de l'argent pour pour être assuré pour une éventualité, comme on dit, pour quelque chose qu'on ne sait pas si ça va arriver, on s'assure que s'il y a quelque chose, mais le si, là, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait même pas si ça aura lieu. Ben, il y a différentes questions à vous poser pour savoir si vous avez besoin d'assurance ou pas. Et moi, je vais vous le poser. Puis à vous de répondre. Vous pouvez répondre en commentaire encore une fois ou bien juste au moins commencer un début de réflexion entre vous et vous-même. Première question, c'est si vous ou un membre de votre famille décédait, est-ce qu'il y aurait des personnes qui se trouveraient en difficulté financière? Exemple, si vous ou votre conjointe, disons conjointe décédait, est-ce que par exemple vous avez des enfants à charge qui se trouveraient qui se trouveraient mal pris financièrement à cause de votre décès? Est-ce que justement votre conjoint ou conjointe serait mal pris financièrement à cause de votre décès? Donc ça, c'est des questions à vous poser. Et si la réponse est oui, il y a une personne qui serait mal prise à cause de votre décès, ou bien des personnes qui seraient en difficulté financière au cas où vous décédiez, ou bien proche, ben là, il va penser effectivement à une assurance vie. Autre question. Si vous étiez victime d'un accident de travail, ou bien d'un accident quelconque, comme un accident de la route, ou bien dans les hivers qu'on a dans ce pays-ci, le Canada, si vous marchez d'ailleurs en plein hiver, puis vous glissez sur une plaque de verglas, vous tombez, vous cassez une jambe ou un bras, ne pouvez plus aller travailler. Est-ce que vous serez capable, suite à cet accident-là, de continuer à payer vos factures comme il faut? Ça, c'est une deuxième question. Si la réponse est oui, tant mieux. Mais si en général la réponse est non, dans ce cas, ça va vous prendre de penser éventuellement à une assurance, ce qu'on appelle assurance invalidité. Un autre type d'assurance de personne. Ça, on reviendra là aussi plus tard. Une autre question pour vous, c'est si jamais votre appartement ou maison passait au feu complètement ou bien subissait une inondation ou bien un dégât d'eau, est-ce que vous auriez les moyens de racheter tout ce que vous aviez à l'intérieur? Ou bien est-ce que vous aurez les moyens de dédommager par exemple votre propriétaire si jamais l'incendie ou bien le dégât d'eau était de votre faute? Si la réponse est non, il serait bien et important de penser à l'assurance habitation. Un autre exemple, pour les parents. Imaginez, vous êtes au parc avec vos enfants. Votre fille ou votre garçon joue avec un autre enfant, puis lui fait mal. Comment ça? Que ce soit de manière exprès ou pas exprès, il lui fait mal. L'autre parent de l'enfant, à qui votre enfant a fait mal, vient vous porter plainte à vous. Seriez-vous en mesure de dédommager l'enfant ou bien le parent de l'enfant si jamais vous porte plainte? Si la réponse est non, cela vous prendrait éventuellement une assurance responsabilité civile qui protège notamment des dommages que vous causez à autrui, ou bien les dommages que vous causez à autrui, ou bien toute personne à votre charge causera à autrui. Fait qu'en fait, c'est des questions à se poser. La liste est longue des questions qu'on peut se poser pour savoir si on a besoin ou pas d'assurance. Mais la plupart du temps, la réponse est oui. Donc maintenant, quand je parlais des différents types d'assurance, comme on dit, il y a deux grandes catégories d'assurance. Il y a ce qu'on appelle assurance de personne. Donc là, on va parler d'assurance vie. Si jamais il m'arrive de quoi, puis je décède, puis je veux que mes proches soient, comme ça, ne subissent pas ce qu'on va appeler un préjudice financier, donc ne soient pas dans des situations financières difficiles à cause de mon décès. Là, je vais prendre une assurance vie pour m'assurer de leur laisser quelque chose. On peut parler d'assurance invalidité. Donc, que si jamais je deviens invalide, si jamais j'ai un accident, j'ai un handicap qui se développe, puis je suis plus en mesure de travailler pour subvenir à mes besoins ou bien travailler pour rembourser mes dettes, l'assurance invalidité va entrer en compte. Mais on va aussi parler de tout ce qui va être assurance voyage. Comme par exemple, imaginez,
vous vivez au Canada, vous allez au pays pour des vacances, puis vous avez, je sais pas moi, le palu ou bien vous attrapez la typhoïde. Vous devez aller à l'hôpital. Qui va payer les frais d'hôpital? Si vous avez les moyens de le payer, tant mieux. Mais en général, c'est là qu'une assurance voyage va être intéressante. Et c'est la même chose aussi quand, par exemple, on fait venir de la famille ici. Et ils ont pas encore, enfin, vu qu'ils sont pas forcément résidents permanents et autres, ils pourront pas avoir accès au système de santé au prix que les Canadiens paieraient. Donc là, l'assurance voyage va entrer en jeu. Mais autre type d'assurance de personnes, on va parler notamment de tout ce qui va être assurance maladie grave. Au Canada, on voit beaucoup une profusion de tout ce qui va être cancer, surtout les cancers qui touchent les très jeunes, cancer du poumon, cancer du sein et autres. Là, c'est des maladies qui vont demander une hospitalisation longue. C'est des maladies qui sont considérées comme graves. Et oui, l'assurance vie ou bien l'assurance invalidité va couvrir jusqu'à un certain niveau, mais pas tant que ça. Donc, ça, il y a des assurances pour ça. Donc, pour dire, une assurance maladie grave, en fait, c'est pour dire que si jamais vous avez une maladie qui est jugée grave, il y a une liste de maladies qui existent pour dire que voici les maladies graves qui existent. Ben, votre compagnie d'assurance vous payera notamment les frais d'hospitalisation, puis aussi vous versera un peu de sous pour, euh, pour vous aider à assumer les frais d'hospitalisation, les médicaments et autres pendant que vous êtes malade, en fait. Et notamment aussi les frais, va vous dédommager le fait que vous ne puissiez pas aller travailler. Donc, ça peut être un bon complément aussi aux assurances vie et invalidité. Donc, prenez ça en considération. Et une fois enfin, dans les assurances de personnes, il y a aussi, on parlait des assurances soins de longue durée, etc., etc. La liste est longue quand même. Puis, il y a une autre catégorie qu'on va appeler plutôt les assurances dommages. La plus connue des assurances de dommages, ça va être l'assurance auto que tout le monde a. Je veux dire, au Canada, enfin, au Canada, je pense aux États-Unis, c'est la même chose, c'est qu'à partir du moment que vous avez une voiture, elle doit être assurée. On ne vous laissera pas aller sur la route avec une voiture qui n'est pas assurée. Donc, c'est sûr que tout le monde l'a. Mais une autre assurance que beaucoup de gens tendent à négliger, c'est l'assurance habitation. Et je vais comme faire je vais un peu me poser là-dessus sur l'assurance habitation. L'assurance habitation, enfin, pour les gens qui sont propriétaires de leur maison, de leur logement, en général, ils l'ont. Parce que la plupart des banques vont demander que vous ayez une assurance habitation comme vous achetez un bien. Ça, ils vont demander. Mais pour les gens qui sont locataires de leur maison, j'en vois beaucoup qui n'ont pas d'assurance habitation parce qu'ils se disent que, mais moi, je ne vis pas chez moi, je vais chez quelqu'un. Donc, mon propriétaire, lui, il doit bien avoir une assurance qui protège son bien. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une assurance habitation. C'est correct. Et oui, vous avez raison. Le propriétaire du logement, si vous êtes locataire, a une assurance habitation. Mais sur l'assurance habitation qu'il a, quand il est propriétaire, c'est il protège son bien à lui. Donc, la bâtisse. Ce qui est à l'intérieur de la bâtisse, là, ce sont vos biens à vous. Donc, c'est à vous de le protéger. Donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, vous êtes locataire d'une maison, puis, je sais pas, vous faisiez des frites de fruits pardon, des frites de pommes, bien de plantain sur la cuisinière. Puis, par faute d'inattention, ça a comme pris feu. Boum. OK. Si la maison part au feu, l'appartement de la maison part au feu au complet, donc vous avez tout perdu. Oui, l'assurance du propriétaire va venir dire, OK, d'accord, bonjour, je vois que l'immeuble, bien le logement, les quatre murs, en fait, sont endommagés. Voici ce que je te dédommage, toi, propriétaire de la maison, pour ça. OK? Mais, je veux dire, si tu étais chez toi, genre, ta télé, ton ordinateur, ton canapé, tes bijoux, ton lit, tout est bien précieux, toi, tu as d'amener dans ton appartement que tu louais. Personne ne va te dédommager ça si tu n'as pas d'assurance habitation. Et pire encore, si c'est que quand on va faire l'enquête au niveau de l'incendie, on se rend compte que c'est pas ta faute à toi qu'il y a eu incendie, le propriétaire peut venir te dire que mon ami, c'est de ta faute à toi si mon bien à moi a été endommagé, je veux que tu me dédommages. Et normalement, si tu avais une assurance habitation, tu irais voir ton assureur qui dédommage ton propriétaire.
mais si tu n'as pas d'assurance habitation, c'est toi qui dois payer. Et il y a beaucoup de cas de faillite dus à des trucs comme ça. Autre chose aussi. Oui, quand on a l'assurance auto, notamment, il y a ce qu'on appelle, il vient avec ça une assurance responsabilité civile. Pardon. Mais ça, c'est pour les dommages que tu causes à autrui en tant que conducteur d'une automobile. Quand, donc, en dehors de ça, si tu n'as pas une assurance habitation, que tu sois locataire ou pas, si tu n'as pas d'assurance habitation, tu n'as pas non plus d'assurance responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile, c'est quoi? C'est une assurance qui vient couvrir toi, ton conjoint, ta conjointe, ou les personnes qui vivent sur le même toit que toi, pour des dommages qui causeraient à autrui. Encore une fois, ton enfant qui va dans le parc, qui donne un coup de poing à un autre enfant, ça entre dans ta responsabilité civile. Tu as un chien qui marche dans la rue puis a envie de mordre les fesses de quelqu'un, ça entre dans ta responsabilité civile. Donc, beaucoup de gens, j'en vois encore passer beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance habitation parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Ça vous sert à quelque chose, minimalement pour avoir l'assurance responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile, ça peut être pour 1 million ou 2 millions, ça c'est les coûts standards. Puis ça ne coûte pas non plus si cher que ça, mais c'est vraiment important d'en avoir une. Donc, je vais revenir à la question de c'était Steve Taffo qui disait comment faire pour baisser ma prime d'assurance auto ou habitation. La réponse à ça va être très simple, c'est il faut que tu évalues bien ton besoin. Donc savoir, ok, tu t'assures pour combien. Est-ce que par exemple, parce que les compagnies d'assurance, oui, elles vont essayer de te vendre des assurances avec la prime la plus élevée. C'est correct sur leur travail, mais toi, il faut que tu t'assures que, ok, d'accord, ce qu'elle me propose de m'assurer là, est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin? Premièrement. Donc, est-ce qu'on me propose, par exemple, de l'assurance auto, on me propose une assurance de dommages, je sais pas moi, à 100 000? Ou bien est-ce on assure ma voiture comme si c'était une voiture de 50 000 alors que c'est une voiture que j'ai payé 2 000 dollars? Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que l'assurance que je vais prendre correspond aux besoins ou bien à ma réalité? Premièrement. Deuxièmement, tu peux jouer par rapport à ton assurance, offrir ton assurance, notamment une assurance auto, même habitation aussi, par rapport à la franchise que tu vas prendre. La franchise, en fait, c'est une partie des coûts de l'assurance que tu assumes. Par exemple, dans le cas d'une assurance habitation, imaginez, parce que moi, je vais raconter une histoire personnelle, c'est que j'ai eu récemment un dégât d'eau. Le dégât d'eau, une compagnie, enfin, j'ai appelé mon assurance, l'assureur m'a envoyé quelqu'un pour faire les travaux. Le sous-traitant de l'assureur a estimé les travaux à 5 000 dollars. Moi, dans les 5 000 dollars, j'avais une franchise à payer qui était de 500 dollars. Les franchises varient en général entre 0 et 2 000 dollars. Moi, j'avais une franchise à payer, donc c'était la partie sur le 5 000 dollars que je devais payer sortir de ma poche de 500 dollars. Puis l'assurance couvrait le 4 500 restant. Donc, c'est ça la franchise. J'aurais pu dire que la franchise était à 0 dollar. Donc, ça veut dire qu'en cas de sinistre ou en cas donc, de dégâts d'eau, je ne payais rien. Mais là, ma prime d'assurance aurait été plus élevée. Et j'aurais aussi des idées que, ok, d'accord, ma franchise serait à 2000 dollars. Et donc, si en cas de sinistre, je sortirais le premier 2000 dollars, puis l'assurance sortirait le reste. Là, ma prime d'assurance mensuelle aurait été moins élevée parce que ma franchise, donc la responsabilité que moi je prends sur moi, serait plus haute. Donc là, ça c'est le deuxième aspect. Donc je vais au niveau de ta franchise. Est-ce que tu prends une franchise plus élevée pour payer moins cher ou bien tu prends une franchise moins élevée pour payer plus cher? Tu peux gérer là-dessus. Puis aussi, ton dossier. Est-ce que tu es quelqu'un qui a eu à faire beaucoup de réclamations à l'assurance? Comme par exemple, moi, le dégât d'eau, c'est la première fois que j'avais un sinistre depuis que je suis assurée. Donc, depuis 10 ans au Canada. Donc, je sais que cette année-ci, ça va, mais l'année prochaine, quand je vais avoir mon renouvellement d'assurance, ma prime va augmenter parce que j'ai eu un sinistre. C'est la vie, c'est comme ça. Mais et si justement tu as beaucoup de sinistres beaucoup trop fréquents, là aussi, ta prime va augmenter. Un autre truc aussi qu'on pense pas forcément à regarder, enfin, qu'on pense pas forcément que ça entre en ligne de compte, mais c'est très important aussi à considérer, ça va être ton dossier de crédit.
parce que les assureurs vont utiliser ton dossier de crédit, donc ta cote de crédit, pour savoir si tu es un bon payeur ou pas. Et en fonction de si tu es un bon payeur ou pas, bah, ils vont déterminer ta prime d'assurance aussi. Donc, c'est très important. Donc, c'est différents aspects c'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte, comme par exemple, pour l'assurance habitation, ça va être l'année de construction de ton logement. Plus c'est vieux, plus ça coûte cher. Ou bien même pour l'automobile aussi, la marque et pardon, la marque et comment ça? La marque et l'année de construction de ton automobile. Ça entre aussi en considération. Donc, plus l'automobile est vieille, bah, plus ils se disent que bah, il va bientôt aller à la casse. Donc, il y a ça en considération. Puis, pour l'assurance auto, je sais que les primes varient si tu es un homme ou une femme parce que les taux de risque associés aux deux sexes sont différents. Puis, pour l'habitation, c'est est-ce que c'est une habitation de fumeur ou non fumeur, ça entre aussi en considération. Et aussi en considération, est-ce que tu as un spa, une piscine, etc., etc. Donc, il y a ça à, comment ça, tous ces éléments à considérer. Donc, je vois des questions, commentaires. Doit-on privilégier l'assurance habitation ou l'assurance responsabilité civile? Et la réponse de Félix qui dit, la responsabilité civile est incluse dans l'assurance habitation, d'où l'intérêt d'avoir une assurance habitation pour être couvert oui, avec les deux. Et effectivement, ça c'est la bonne réponse, effectivement. C'est que l'assurance responsabilité civile est incluse, pardon, de l'assurance habitation. Et comme dit encore une fois, il y a une assurance responsabilité civile qui est incluse avec l'assurance auto, mais ce n'est pas la même qui est incluse dans l'assurance habitation. Et la plus complète, en fait, l'assurance responsabilité civile la plus complète est dans l'assurance habitation. Donc, à prendre ça en considération. Donc, je continue. Donc, excusez-moi, je vais reprendre mes notes. Donc, on va maintenant pour continuer plus se focuser sur l'assurance vie. C'est ça qu'on me disait encore une fois, qui était pas mal à l'origine de ce poste, de la motivation de ce poste. C'était pourquoi est-ce que les communautés immigrantes, en parenthèse camerounaises, n'étaient pas tant sensibilisées à prendre une assurance vie. Et dans les échanges qu'on a eus, il y a différents points de vue. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que beaucoup de gens ils disaient, oui, effectivement, ça nous prend une assurance vie, mais aussi qu'en même temps, dans les faits, peu passent à l'action. Mais il y avait aussi un commentaire de quelqu'un qui est venu dire, genre, enfin, des gens qui disaient que oui, mais moi, c'est pas grave. Anyway, enfin, on sait pas quand ça va mourir, vivons seulement. Puis moi, je vais un peu recadrer les choses pour dire, OK, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une assurance vie? Et encore une fois, l'assurance vie, ce n'est pas obligatoire. Et dans certains cas, ce n'est même pas nécessaire. Mais ça peut être intéressant. Comme, justement, comme une assurance, donc pour se protéger et protéger nos proches. Mais aussi comme moyen d'investissement. Pour l'aspect moyen d'investissement, je ne vais pas vraiment m'attaquer à ça parce que je vais laisser plus les spécialistes des conseils en sécurité financière qui puissent vous édifier là-dessus parce que c'est eux qui le maîtrisent. Puis, avant de prendre l'assurance vie comme moyen d'investissement, je veux dire, il va falloir s'assurer de combler les bases. OK? Donc, c'est s'assurer que bah, on a déjà l'assurance vie comme moyen de protection. Donc, ça. Donc, l'assurance vie, c'est une assurance qui permet que, au décès, vos proches vont recevoir notamment un montant d'argent, donc comme héritage, entre autres, mais aussi vont pouvoir maintenir le même niveau de vie que lorsque vous étiez là avec eux. Là, on parle notamment de cas de conjoints ou des enfants en bas âge ou à charge. La perte d'un parent dans une famille, ben, ça part d'un revenu de travail notamment. Donc, ça vient créer des difficultés financières, ça vient déstabiliser financièrement la famille. Donc, c'est prendre ça en considération. Donc, c'est pour ça que l'assurance vie va venir aider à ce niveau-là. Et donc, notamment pour assurer les coûts des études postsecondaires des enfants. Et aussi, ça permet de couvrir les frais de funérailles. Ça, justement, on l'avait vu. Oui, si vous adhérez au RPN, notamment donc Retour au pays natal ou bien au COSNET ou autres programmes comme ça, c'est un plus, mais
si vous n'y adhérez pas, ben, avoir une assurance vie pour permettre justement le rapatriement du corps à vos familles restées au pays, ou bien qu'on vous enterre comme vous l'aurez souhaité, ben, avoir une assurance vie, ça peut aider pour ça. Ou encore, pour ceux qui sont entrepreneurs et qui ont des entreprises incorporées, notamment, avoir une assurance vie permet justement à votre succession, à vos proches, de racheter des parts de votre entreprise. Parce que, et ça aussi, c'est une notion qui est un peu plus compliquée, une notion plus complexe, mais quand vous incorporez une entreprise, puis que vous décédez, enfin, et quand je parle bien ici d'idée d'incorporation. Si vous êtes travailleur autonome ou bien vous avez une entreprise, ce qu'on appelle une entreprise individuelle, donc l'entreprise et vous, c'est une même personne, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Mais si vous créez une entreprise incorporée, donc une entité légale à côté, donc qui devient indépendante de vous, là, une assurance vie va être nécessaire pour permettre justement à votre descendance de racheter vos parts de l'entreprise, entre autres. Là, c'est des notions encore plus complexes, puis on va y revenir plus tard. Mais comprenez que l'assurance vie, à bien des égards, c'est très important. Et là aussi, il y a différents types d'assurance vie. Je vais y revenir un peu sommairement. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis une généraliste des finances personnelles. Je suis pas pas une experte, mais une spécialiste des assurances, notamment de l'assurance vie. Pour ça, je reviendrai plus tard aussi pour dire, OK, pour tout ce qui va être assurance de personnes et que vous avez des questions plus particulières par rapport à ça, allez voir notamment ce qu'on appelle au Québec, au Canada, des conseillers en sécurité financière et ou des agents d'assurance de personnes. Et pour tout ce qui va être assurance de dommages, allez voir ce qu'on appelle des courtiers en assurance de dommages, mais des agents d'assurance de dommages, qui vont pouvoir plus spécifiquement répondre à vos questions plus techniques. Attends, et là on reviendra encore là-dessus un plus tard, c'est attention, j'ai bien cité deux catégories de métiers parce qu'il y a deux assurances différentes, ça demande deux permis distincts. Quelqu'un qui fait dans l'assurance de dommages, donc qui est courtier en assurance de dommages, ne peut pas vous vendre de l'assurance vie. Quelqu'un qui est conseiller en sécurité financière ou bien agent d'assurance de personnes ne peut pas vendre une assurance auto, à moins qu'il ait les deux permis qui lui permettent de faire ça. Et la question des permis au Québec, au Canada, c'est très, très, très important. Et ça fait partie de votre devoir à vous, en tant qu'acheteur d'assurance, de vous assurer que la personne qui vous vend une assurance a bien les permis qu'il lui faut. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, j'étais coach financier et spécialiste en éducation financière. Ça veut dire que, bien que j'ai fait des études qui me permettent de vous parler aujourd'hui d'assurance, je n'ai pas les permis pour vendre des produits d'assurance. Donc, si quelqu'un vient me voir après pour me dire que, Annick, j'aimerais acheter des produits d'assurance avec toi, je dirais non, parce que je ne peux pas en vendre. Je n'ai pas les permis qu'il faut. Je ne suis pas enregistré là où il faut. J'ai la connaissance par rapport à ce produit-là, mais je n'ai pas les permis qu'il faut pour ça. Et donc, c'est très important que vous aussi, au moment où vous allez aller prendre une assurance avec une personne, que ce soit une assurance de personne, une assurance vie, invalidité ou autre, ou une assurance auto-habitation, que vous assuriez de faire avec la bonne personne. Parce que si vous allez prendre votre assurance auprès de n'importe qui et que plus tard vous avez des problèmes avec l'assurance en question, c'est votre problème. Vous n'êtes pas protégé par rapport à ça. Donc attention là-dessus. Une des questions qui était apparue beaucoup dans le poste de Lisa Purdy, c'était beaucoup savoir, OK, c'est quoi les différents types de produits d'assurance? Comme je disais, actuellement au Canada, euh, au Québec, il n'y a pas encore d'assurance en tant que tel rapatriement corps. Pour ceux qui, par exemple, qui ont fait la France, en France, il y a une assurance rapatriement corps qui est donc c'est vraiment une compagnie d'assurance qui propose des produits d'assurance rapatriement corps. Au Québec, au Canada, il n'y en a pas. Pas à ma connaissance, que j'ai fait des recherches, mais il n'y en a pas. Par contre, il y a le RPM, qui est une initiative communautaire qui permet justement c'est comme de mutualiser nos efforts pour rapatrier le corps de nos proches, enfin, des membres de la communauté advenant un décès. Mais ça, c'est plus une initiative, ce ne sont pas une assurance en tant que telle. Maintenant, en termes d'assurance vie, il y a des assurances vie qui vous permettront effectivement, si jamais il y a un décès, d'avoir accès à l'argent de l'assurance pour pouvoir par la suite rapatrier le corps de la personne au pays notamment. Il y a différents types d'assurance vie. Il y a notamment l'assurance vie
on entend beaucoup parler, c'est l'assurance vie temporaire qui vous protège en fait pour un temps limité. Comme elle le dit, c'est une assurance vie temporaire. Donc, ça peut être pour 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 100 ans. Et chaque fois que l'échéance se termine, donc, ce prenez une assurance vie de 5 ans, temporaire, pardon, de 5 ans, ben après le 5 ans, vous pouvez dire, OK, est-ce que je continue avec l'assurance ou bien j'arrête là? Donc, c'est vraiment pour les gens qui ont un besoin d'assurance ponctuelle. Comme par exemple, quelqu'un qui a des enfants en bas âge, puis se dit que, OK, mes enfants dépendent encore financièrement de moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, je veux qu'eux, ils soient au moins pris en charge. Mais une fois que mes enfants seront indépendants, bah, ils vivront leur vie. Et donc, je n'avais plus besoin de m'inquiéter pour eux financièrement. Pour ces genres de situations-là, bah, une assurance vie temporaire serait intéressante. Ou bien les gens qui se disent, OK, ben moi, j'ai pris un prêt hypothécaire, disons, sur une maison, le prêt hypothécaire dure 25 ans. J'aimerais que si jamais il m'arrive de quoi pendant les 25 ans que dure le prêt hypothécaire, que ma famille puisse quand même payer le reste, le solde du prêt hypothécaire et ne soit pas mise à la rue, par exemple. Là, une assurance vie temporaire peut être aussi intéressante. Sinon, il y a l'assurance vie entière, donc qui s'applique à toute votre vie. Si vous décidez de vivre 102 ans, bah, ça va durer 102 ans. Si vous décidez de vivre 124 ans, ça va durer 124 ans. Donc, ça dure toute votre vie jusqu'à votre décès. Et elle est utile pour ceux qui ont des besoins, on va dire, permanents d'assurance, comme par exemple s'assurer que en cas de décès, il y a quand même des sous qui restent à leur famille pour justement les funérailles ou bien rapatrier le corps au pays, ou bien ceux qui veulent laisser un héritage à leurs proches. Donc, si c'est que vous dites que, OK, d'accord, moi, dans mon plan de vie de succession, j'ai envie que mes enfants aient un petit quelque chose qui leur reste de moi si jamais il m'arrive quelque chose, ben, en plus des épargnes que vous pouvez laisser, vous pouvez aussi laisser un peu d'assurance vie. Donc là, le produit d'assurance vie entière va être tout indiqué pour ça. Ensuite, vous avez tout ce qui va être assurance vie universelle, qui est une bonne combinaison entre assurance, donc assurance en tant que telle, donc assurance vie, puis une partie investissement. Et donc, c'est là pour les gens qui veulent utiliser l'assurance vie comme stratégie d'investissement. Là, on entre plus dans un cadre d'assurance vie universelle. Puis là, c'est d'autres spécificités. Puis, et comme dire encore une fois, allez voir un conseiller en sécurité financière qui vous voudra vraiment mieux vous édifier si sur ce type de produit-là, c'est ce que vous voulez. Puis aussi un truc qu'on voit beaucoup, notamment pour les gens qui sont au Canada, au Québec, c'est les assurances vie invalidité qui sont incluses dans les assurances collectives. Dans le sens où, pour beaucoup, qui vivent notamment au Québec, au Canada, quand vous allez travailler auprès d'une entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, ils vont vous offrir un combo d'assurance collective. Dans ça, vous allez avoir, par exemple, l'assurance médicaments, qui va être un complément d'assurance médicaments par rapport à ce que le gouvernement vous donne. Vous allez avoir l'assurance assurance vie avec une inclusion maladie, enfin, accident ou maladie grave. Puis vous avez, non, pas accident, maladie grave, mais accident ou mutilation, pardon. Puis vous allez aussi avoir une assurance invalidité, inclus dans ce qu'on appelle les assurances collectives. L'assurance, autant quand vous prenez une assurance vie individuelle, vous décidez le montant de l'assurance pour lequel vous devez être assuré et vous décidez après c'est quoi la durée de l'assurance que vous voulez. Dans le cadre d'une assurance collective, ben, le terme le dit très bien, c'est quelque chose qui est collectif. Donc l'entreprise, votre employeur le prend pour le groupe d'employés que vous êtes et donc par rapport à votre emploi. Le montant de l'assurance vie va être calculé comme un multiple de votre salaire. Donc, ils vont te dire, bah, si jamais il t'arrive de quoi tu décèdes, on va te payer un an, on va payer à tes proches 1 an de salaire, 2 ans de salaire, 3 ans de salaire. Et ça peut être ça, en fait, les multiples. Donc, par exemple, si ton salaire, c'est 50 000 par année, ils vont te dire qu'en cas de décès, ben, on te verse 50 000, donc 1 an de salaire, ou 100 000, 2 ans de salaire, 2 fois ton salaire, ou 150 000, 3 fois ton salaire. À toi de choisir ce que tu veux que tes proches aient en cas de décès. Mais une des contraintes de l'assurance vie collective, c'est que elle est liée à ton emploi. Si tu décides un jour de quitter ton emploi,
parce que tu démissionnes ou bien parce que tu vas à la retraite, l'assurance vie collective se termine. Il y a des cas où tu peux la transférer, donc la transformer en assurance vie individuelle. Certaines conditions s'appliquent, mais l'assurance vie collective est vraiment attachée à ton emploi. Donc, si tu changes d'employeur, ben, si tu changes d'employeur et que ton nouvel employeur a une assurance vie, enfin, des assurances collectives, ben, tu vas avoir les nouvelles conditions de son assurance collective, etc., etc. Donc, ça peut aussi être un excellent produit à examiner. Et surtout, si on veut éviter de trop s'assurer, de se surassurer, si vous avez une assurance collective offerte par votre employeur et qu'elle convient à vos besoins, donc les besoins de votre famille, puis vous dites que, bah, par exemple, moi, je gagne 50 000 dollars par année. Enfin, pas moi, hein. J'aimerais bien, mais pas moi. Mais disons que vous êtes dans une situation où vous gagnez 50 000 dollars par année et puis que votre assurance collective du bureau vous permet de verser en cas de décès 3 fois 50 000 à votre famille, ça peut être suffisant pour vous. Mais si ce n'est pas suffisant pour vous et que vous désirez laisser éventuellement plus à vos proches, ben là, il faudrait peut-être compléter ça avec une assurance vie individuelle à côté. Donc, à considérer. Donc, c'est pas mal ça. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je parle beaucoup. Je sais pas si vous avez des questions à ce moment parce que là, on va passer à la dernière partie enfin, oui, quasiment la dernière partie du live. Donc, il y a des questions pendant que je bois de l'eau? Non, on continue. Donc, maintenant, la partie que je voulais aborder avec vous, c'est comment faire pour choisir son assurance vie. Enfin, son assurance vie, ses assurances de manière générale. Bah, la première chose que je vous dirais, et c'est ça, c'est très important, puis je veux le dire, puis je ne sais jamais de le dire, même aux gens que je rencontre en coaching, c'est, s'il vous plaît, faites vos devoirs. OK? S'il vous plaît, faites vos devoirs. On ne vous donne pas d'être des experts en assurance. On ne vous donne pas de connaître tout ce qu'on dit sur l'assurance par cœur. Ce n'est pas ça qu'on demande. Mais c'est juste de vous garder informé. De savoir, notamment quand vous allez avoir un contrat d'assurance, quoi regarder. Et ça commence toujours même par la base. Choisis la bonne personne avec qui faire affaire pour vos assurances. Et ça, j'insiste beaucoup parce que ça fait quoi? Ça fait depuis 2012 que je travaille dans le domaine des services financiers. Puis, j'ai vu des cas d'horreur, des cas de fraude à l'assurance, comme genre, en veux-tu, en veux pas. Il y en a vraiment beaucoup. Et parce que beaucoup de gens vont dire, OK, moi, je trouve quelqu'un qui me parle d'assurance, je ne fais pas mes vérifications sur qui elle est, quel produit d'assurance est-ce qu'il me vend, etc. Je dis, OK, mon ami, prends mon argent. Et puis, quand demain qu'il y a un problème, je commence à pleurer que genre, oh, les gens sont tous des escrocs, etc. Il est important pour vous, en tant que consommateur de produits financiers, s'il vous plaît, de faire vos devoirs. Et donc, ça commence par trouver la bonne personne pour prendre vos assurances. Premièrement, quand quelqu'un vient vous voir pour dire qu'il veut vous vendre des assurances, posez-lui la question, est-ce que tu as les bons permis pour me vendre ces assurances-là? OK? Moi, je parlais, par exemple, du cas du Québec. Puis c'est après la même chose au Canada. Quand quelqu'un vient vous vendre des assurances, il doit être inscrit au Québec auprès de l'autorité des marchés financiers. Quand il s'inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers, il a un numéro qui lui est donné. C'est un numéro de permis d'exercer. Donc, quand quelqu'un vient vous vendre des assurances, demandez-lui son numéro. Et puis, vous pouvez aller sur le site internet de l'autorité des marchés financiers pour le Canada pour vérifier qu'il est bien inscrit là-bas et qu'il a les bons permis. Parce que ce qui est assez complexe et difficile ici au Québec, Canada, c'est qu'il y a plusieurs champs d'expertise en termes de services financiers. Et la plupart des trucs, on va dire que ce sont pardon, on va les appeler des conseillers financiers. Mais ce que conseiller financier, ça veut dire plusieurs choses. Ok, ça veut dire conseiller en sécurité financière, donc quelqu'un qui a les permis pour vendre de l'assurance de personnes. Mais ça peut dire aussi représentant en épargne collective. Donc, quelqu'un qui va plus venir vous vendre tout ce qui va être des fonds communs de placement. Ou ça peut aussi être un conseiller en placement qui va plus vous parler de stock market et autres. Donc, c'est bien
important quand vous avez quelqu'un qui décide de vous vendre des assurances, de vous assurer qu'il a les bons permis pour vous vendre les assurances qu'il vous propose. Très important. Et encore une fois, il y a deux champs en termes d'assurance. Il y a l'assurance de dommages, ça prend un permis pour ça, donc de courtage ou bien de courtier ou d'agent d'assurance de dommages, et un permis d'assurance de personne. Et donc là, on les appelle conseillers en assurance de personne. Merci pour le live. J'ai une question de Kipto Nitos qui dit quels sont les points importants lors de l'achat d'une assurance pour visiteurs. Donc, c'est une assurance de voyage. Euh, je ne suis pas experte sur la question, mais on pourra en discuter après. Je vais juste finir ce que je veux dire, puis au pire, je pourrais me renseigner puis te revenir là-dessus parce que je ne suis vraiment pas experte en tout ce qui va être assurance de visiteurs, des gens qui viennent ici de manière temporaire. Je m'excuse pour ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, de faire vos vérifications. Allez, que ce soit auprès de l'autorité de marché financier pour le Québec, en Ontario, il y a la Commission des services financiers de l'Ontario. Au Nouveau-Brunswick, il y a la même chose. Pour les gens qui sont en Alberta, il y a le Alberta Insurance Council qui fait la même chose. Donc, qui liste en fait des permis, que ce soit les compagnies d'assurance qui peuvent vendre des produits, que ce soit d'assurance de dommages ou d'assurance de personnes, mais aussi la liste des personnes autorisées à exercer. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, allez vérifier ça, c'est très important. Ensuite, quand vous avez une personne qui vient chez vous, une fois que vous avez vérifié qu'il a les bons permis, il doit notamment vous remettre un guide sur les produits d'assurance qu'il vous propose, qui va vous renseigner sur la nature du produit d'assurance qu'il vous propose, les exclusions, les garanties, etc. Donc, qui vous explique le produit qu'il est en train de vous présenter. C'est très important. Il doit surtout parler des exclusions parce que quand en assurance, il y a beaucoup d'exclusions. Que ce soit, peu importe le type d'assurance que vous prenez, il y a toujours des exclusions, des trucs qui ne sont pas couverts par la compagnie d'assurance. Puis, en général, si on ne sait pas où regarder, on ne verra pas forcément les exclusions qu'il y a au contrat. Puis, après, en se posant la question, pourquoi est-ce que la compagnie d'assurance ne veut pas me dédommager alors que j'ai payé ma prime d'assurance comme il faut? C'est parce qu'il y a des exclusions, il faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, le conseiller qui vient vous voir de dire comment est-ce que lui, il est rémunéré. Parce qu'un conseiller en assurance, en sécurité financière, bien des gens d'assurance, de dommages, etc., ils sont rémunérés par rapport aux produits qu'ils vous vendent. Donc, ils sont rémunérés à la commission. Ce qui est normal. Je dis, c'est leur travail de vous vendre des produits d'assurance. C'est normal. Mais il faut quand même qu'ils vous expliquent comment est-ce que lui, il est rémunéré. Ben, ça va vous permettre à vous de savoir, ok, c'est quoi ses intentions en tant que tel, quand il vient me parler de ce produit-là. Donc ça, c'est le premier travail que vous avez à faire. Vous assurer de faire affaire avec la bonne personne. L'autre point, c'est d'évaluer vous-même votre besoin en assurance. Ok? Si par exemple, enfin, on parle d'assurance vie à nouveau, c'est de dire, ok, au cas où il m'arrive quelque chose, au cas où je décède, de combien est-ce que je pense que ma famille pourrait avoir besoin pour continuer à vivre sans moi? Ou bien, ok, combien est-ce que ça va coûter de faire mes funérailles? S'il faut que on rapatrie mon corps au pays, etc., ça va coûter combien à peu près? Donc, pour savoir à peu près pour quel montant est-ce qu'il faut que je m'assure pour être sûr de ne pas non plus s'assurer pour des gros montants. Exemple, je vois des gens qui, enfin, j'ai déjà vu des gens dans la vie qui s'assuraient pour 10 millions de dollars. Ok, d'accord, mais tu gagnes même pas un salaire de 50 000 dollars par année. Est-ce que ça vaut la peine d'aller t'assurer pour 10 millions de dollars? Même pour 1 million. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, c'est vraiment vous de faire un travail de savoir, ok, de combien est-ce que j'ai besoin en termes d'assurance. Et donc, la question aussi savoir, ok, si jamais il m'arrive de quoi et que j'ai de l'épargne, notamment, bien j'ai une entreprise, ça va coûter combien en termes d'impôts pour ma famille? On est au Canada, l'impôt, on en paye beaucoup. Donc, et en cas de décès, il y a ce qu'on appelle la liquidation des biens du défunt. Donc, que ce soit épargne, etc., il faut qu'on liquide ça. Et cette liquidation des biens du défunt peut avoir, enfin, va être taxable aux mains du défunt. Mais sauf que le défunt ne peut plus payer les frais d'impôt, donc c'est la famille, la succession qui devra payer ça. Savoir aussi, ok, est-ce que vous avez des dettes qui restent? Que, genre, si jamais vous avez quelque chose, il y aurait des dettes de carte de crédit, de marge de crédit ou bien d'hypothèque à payer, etc.
Donc, vraiment, évaluer votre besoin d'assurance pour déterminer c'est quoi le bon montant pour lequel vous avez besoin d'être assuré. Aussi, évaluer, est-ce que vous avez déjà d'autres assurances? Est-ce que vous avez déjà une assurance, assurance collective avec votre employeur qui vous permet de couvrir vos besoins? Est-ce que vous avez déjà une assurance vie individuelle qui traîne depuis des années, puis vous savez plus que d'avier, etc. Donc vraiment évaluer, est-ce que vous avez d'autres assurances? Puis, si vous avez d'autres assurances, est-ce que ces assurances-là continuent à couvrir votre besoin actuel? Parce que c'est pas genre que vous avez pris une assurance vie à 25 ans, et puis que rendu à 35 ans, ben, votre situation est changée. Est-ce que l'assurance que vous avez encore couvre ces besoins-là? Et aussi important, c'est enfin, encore on dit en bon québécois, magasiner, comparer les prix des compagnies d'assurance, aller voir genre qui offre mieux ailleurs. On recommande toujours d'aller voir au moins deux, trois compagnies d'assurance enfin, ouais, plus trois, quatre, pour savoir c'est quoi les prix, donc les primes qu'elle propose de payer, puis les conditions qu'elle nous donne. Donc, c'est aller regarder ça pour pouvoir trouver, en fait, c'est quoi la meilleure compagnie d'assurance par rapport à mon besoin. Et c'est aussi pour ça que ça va être intéressant d'aller plutôt voir des courtiers, donc des brokers d'assurance vie ou d'assurance de personnes, plutôt d'aller voir un agent d'assurance. Parce que un agent d'assurance va vous proposer les produits d'une seule compagnie. Alors qu'un courtier, un broker va regarder plusieurs compagnies autour pour vous proposer la meilleure compagnie selon votre besoin. Donc, regardez ça. Puis, assurez-vous aussi de bien comprendre les termes et les conditions associées au contrat. Comme par exemple, est-ce que le montant que vous allez recevoir en cas de décès ou bien en cas d'invalidité haute est garanti? Parce qu'il y a certains contrats où le montant n'est pas garanti. Essayez de bien comprendre c'est quoi les exclusions au contrat, encore une fois. Parce que par exemple, est-ce que une mort par homicide est exclue ou inclue dans le contrat d'assurance? Est-ce qu'une mort par suicide est inclue ou exclue? Tout ce qui est mort par accident, genre des accidents comme par exemple il y a certains accidents d'avion qui ne sont pas inclus. Puis un autre cas personnel à moi, c'est que j'ai pris une assurance invalidité quand j'ai créé mon entreprise Code F. Puis, une des conditions qu'ils disaient, c'était que si jamais, parce que j'ai dit, ben, moi, je suis originaire du Cameroun, et puis je vais au Cameroun à peu près tous les 2 ans. Ils m'ont dit, pour l'invalidité, si jamais j'avais un accident au Cameroun qui me rendait invalide, donc incapable de faire ma profession, j'avais pas reçu de prestations. Parce que le Cameroun était considéré comme une zone dangereuse. Comprenez? Donc, c'est vraiment regarder tous ces différents aspects-là puis voir, OK, est-ce que les conditions proposées par cette assurance-là me conviennent? Si c'est non, je trouve autre chose. Il y aura une autre compagnie qui vous proposera autre chose. Donc, c'est les différents éléments à considérer. Puis, surtout, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr d'un produit qu'on vous propose, posez des questions. Allez sur les internets, enfin sur internet pour regarder des forums. Vous pouvez me voir poser des questions si vous voulez, mais posez des questions. Ne signez surtout rien sur la contrainte. Ne signez pas un contrat que vous ne comprenez pas. OK? Puis, et surtout, important, essayez de répondre toujours honnêtement, le plus honnêtement possible aux questions qui sont posées dans le questionnaire, dans le formulaire d'assurance. Parce que si jamais vous faites une erreur, ça peut arriver. Mais si c'est qu'il trouve qu'il y a une mauvaise déclaration, donc vous avez fourni une information qui était fausse ou erronée, l'assureur peut décider de ne pas vous dédommager pour cause de fausses déclarations. Donc, il y a toutes ces petites contraintes-là. Donc, assurez-vous toujours de répondre honnêtement aux questions du formulaire d'assurance. Dites-leur la vérité. N'essayez pas de cacher quelque chose parce que les compagnies d'assurance, en général, ils aiment pas payer l'assurance. Donc, ne donnez pas des raisons supplémentaires de ne pas vous payer. Ok, donc répondez de manière comment ça, honnête aux questions. Oui, il se peut que certaines conditions vous fassent en sorte que votre prime d'assurance augmente, ça peut arriver, mais répondez quand même de manière honnête pour vous assurer qu'en cas de problème, vous serez quand même dédommagé. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. En termes de dans quel cas avoir une assurance ou ne pas avoir une assurance, ben, en fait, c'est très simple. C'est
À moins que vous soyez par exemple, membre du RPN ou bien membre de Cosnet pour tout ce qui va être assurance rapatriement corps et que vous n'ayez pas de personne à charge du tout et que vous disiez que, ok, que je laisse de quoi à ma famille ou bien que je laisse pas de quoi à ma famille ou enfin, je m'en fous. Là, oui, vous pouvez dire que je n'ai pas besoin d'assurance vie. Mais dans le cas contraire, vous avez des personnes à charge. Vous voulez laisser un pécule à vos proches ou à votre famille. Vous avez, je sais pas, une entreprise qui est incorporée, puis il va falloir qu'on on en prenne soin après votre décès, etc., etc. Et ça vous prend une assurance vie. J'ai déjà vu trop de situations où, oui, au-delà du fait qu'en cas de décès, on fasse des GoFundMe pour rapatrier le corps au pays, ça c'est une autre chose, mais même voir des gens qui étaient entrepreneurs, qui de leur vivant étaient en bonne posture, quoi, avaient fière allure, mais qu'en cas de décès, on se rend compte que la famille est dans le trou parce que l'entreprise, on ne peut pas avoir accès. L'entreprise, c'est une personne morale. Puis aussi, il n'y avait pas d'assurance vie. Donc, du coup, la famille de l'entrepreneur décédé se trouve vraiment dans une situation financière très, très difficile. Où là, on se retrouve en train de faire encore du GoFundMe ou bien des cotisations par-ci par-là pour soutenir la famille d'un entrepreneur qui, pourtant, de son vivant, avait fière allure, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, l'assurance vie, c'est très, très, très important. Ça peut être un outil, encore une fois, de protection, mais aussi d'investissement. Et de manière générale, au-delà de l'assurance vie, toutes les assurances, c'est important, mais c'est toujours aussi, à la base de toute base, c'est évaluer votre besoin. Donc, vous posez les questions que je vous ai posées au début, puis que je vais vous reposer, et ça sera pas mal mon mot de fin, parce que je pense j'ai dépassé de 21 heures. Donc, les questions que j'ai posées au début, c'était, et ça, c'est des questions juste pour déterminer si vous avez besoin d'assurance ou pas. C'était, si vous ou un membre de votre famille décédait, est-ce qu'il y aurait des personnes qui se retrouveraient dans une situation financière difficile? Si la réponse est oui, ou peut-être, songez à l'assurance vie. Autre question. Si vous étiez victime d'un accident important qui vous empêchait de travailler pendant 1 an ou plus, comment payerez-vous vos factures pendant ce 1 an où vous ne pouvez pas travailler, donc vous n'avez pas de source de revenus? Si la réponse est que vous ne savez pas, pensez à une assurance invalidité. Autre question. Si votre appartement passait complètement au feu ou subissait des dégâts importants d'eau, ou bien une inondation, pardon, ou bien juste un vol, où quelqu'un entre chez vous puis se sert de vos meubles, etc. Est-ce que vous seriez en mesure de tout racheter, ce qu'on vous a volé ou bien ce qui est parti au feu, ou bien d'indemniser votre propriétaire si jamais c'était vous qui étiez à l'origine du sinistre? Si la réponse est non, pensez à l'assurance habitation. Je fais une pause. On a une question de Honoré. Est-ce qu'on peut avoir deux assurances vie en même temps de manière légale? Oui, tu peux en avoir autant que tu veux. Il y a Arnaud qui dit il en a trois. Moi, personnellement, j'en ai deux. Donc, tu peux en avoir autant que tu veux, tant que tu es capable de payer les primes. Mais assure-toi de bien payer les primes parce que si tu arrêtes à un moment donné de payer les primes pour une, bah, tu perds l'assurance en question. Mais tu peux en avoir autant que tu veux, c'est très légal. Autre question donc par rapport à savoir si vous avez besoin d'assurance comme c'est si lors d'un voyage à l'extérieur du pays, vous deviez être hospitalisé d'urgence, qui payerait la note? Vous, votre famille? On ne sait pas. Là, ça peut être intéressant d'avoir une assurance voyage. Et de la même manière, quand vous faites venir aussi un proche ici au Canada, c'est une assurance voyage ou une assurance visiteur, comme ça a été noté, pour être intéressant. Autre question. Si une maladie grave vous affiche et qu'il existait un traitement expérimental, pardon, et qu'il existait un traitement expérimental coûteux dans un autre pays, pourriez-vous vous offrir? Exemple, c'est tout ce qui est maladies orphelines ou bien des maladies très rares qui ne sont pas forcément traitées ici, donc pas pris en charge par le système de santé canadien, mais on dit, oh, il y a des traitements pour ça en Allemagne ou, je sais pas, au Japon. Est-ce que vous aurez les moyens d'aller au Japon pour subir ce traitement-là? Si la réponse est non, ben, il serait intéressant d'avoir une assurance maladie grave, etc., etc. Donc, prenez ces questions-là, faites une réflexion autour de ça, puis
Encore une fois, si c'est que la réponse est que vous avez besoin d'assurance et que vous êtes prêt à passer à l'action, souvenez-vous de faire vos devoirs. Donc, vous choisissez la bonne personne avec qui aller prendre un contrat d'assurance et aussi bien évaluer votre besoin d'assurance pour trouver la bonne assurance pour vous et payer le moins cher possible. Donc, c'est pas mal tout pour moi ce soir. Il est 21h08. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, puis c'est ça. Sinon, je pense on va terminer pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Elvire a des questions ou bien c'est bon, je peux fermer. Donc, c'est ça. Ben, je vois qu'il n'y a pas eu de, il y a pas de questions. J'espère que ça a été quand même intéressant pour vous, puis que les connaissances que j'ai pu donner vous sont utiles. Mais si jamais vous avez des questions, moi, je vais mettre encore des liens parce que j'avais comme recoupé. Ah oui, je vais partager les liens que j'avais trouvés pour vous. C'était des liens pour ceux qui voudraient approfondir sur les thèmes dont je viens de parler. Donc, accordez-moi juste un instant, c'est des liens vers des documents. Juste à lire, ça peut être des lectures de chevet assez intéressantes. Puis, je vais les partager dans les commentaires. Bon, ok. Je vais recommencer le partage plus tard après la fin du live, mais parce que enfin, c'est comme tout mélangé. Mais c'est pas mal des liens, des trucs à lire, c'est de la documentation, et notamment j'ai aussi mis un glossaire, donc comme un dictionnaire des termes qu'on trouve souvent dans les contrats d'assurance vie, enfin, d'assurance tout court. Ça peut être intéressant à aller regarder pour s'assurer que quand tu as un contrat d'assurance sous la main, qui est très compliqué à lire, qui est très aride à lire, bah, qu'on puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle. Fait que c'est ça. Donc, merci beaucoup à vous pour avoir assisté jusqu'à la fin à ce live. Merci encore une fois à Nka pour cette belle opportunité. Puis j'espère que cela vous aura été utile. Merci beaucoup. Bye bye.